L'intégration, c'est un phénomène qui n'est pas récent. Parce que depuis la nuit des temps, les États ont essayé de se regrouper, parfois pour régler un problème technique, mais parfois pour régler des problèmes qu'ils ont en commun, parfois pour régler, par exemple, le cours d'un fleuve. Une des premières organisations régionales en Afrique de l'Ouest, c'est l'OERS, l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal. Un fleuve qui était pratiquement un fleuve national, mais qui est devenu, par la volonté des États, un fleuve régional, qui est aujourd'hui l'OMVS, avec des changements de nom, de direction et autres. Donc, plusieurs raisons font que les gens veulent s'intégrer. Mais au niveau africain, l'intégration telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un agenda continental depuis 1991. Depuis que les États africains se sont rencontrés à Abuja et ont essayé d'adopter un traité concernant l'intégration économique de l'Afrique. On appelle généralement le traité d'Abuja. Et le traité d'Abuja avait une vision de l'intégration africaine vers les années 2020. On est en 2020, vous voyez, on n'est pas encore arrivé. Mais c'était une intégration qui était basée sur les États. L'union douanière, l'union monétaire, etc. Un peu comme on connaît les mécanismes d'intégration un peu partout dans le monde. Et à travers ce traité, on a établi que les piliers de l'intégration africaine seraient les communautés économiques régionales. Que plutôt que d'aller du haut vers le bas, l'intégration s'appuierait sur des régions. Une fois que ces régions seraient bien gérées, bien coordonnées, qu'on irait vers le haut. Et c'est pourquoi l'Union africaine a décidé de diviser le continent en 5 régions. Et à ce jour, selon cette division, seule l'Afrique de l'Ouest constitue une région, dans le sens où la géographie correspond à la région. Par exemple, en Afrique de l'Est, vous avez une petite communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, mais qui ne regroupe que 5 pays, alors que dans la division de l'Union africaine, c'est 11 pays. Donc vous voyez, il y a d'autres États qui appartiennent, et il y a même des États qui appartiennent à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, comme la Tanzanie, qui appartiennent aussi à la SADC. Alors ici, l'idée, c'est que, pour des raisons de coordination, de cohérence, avoir une région qui correspond à une entité, une unité de développement qui est la communauté économique régionale. Aujourd'hui, on a 8 communautés économiques régionales reconnues par l'UA, mais l'idée, c'est de tendre vers la fusion des unions de ces communautés économiques pour n'en conserver que 5. Une en Afrique centrale, une en Afrique australe, en Afrique de l'Est et une en Afrique du Nord. C'était ça, l'idée de base. Et je pense que c'était bien élaboré. Et le but ultime, c'est de faire en sorte que les Africains se reconnaissent entre eux, que les économies africaines s'aident les unes les autres, et que émerge l'idée de l'Africain en tant que tel que l'avait pensé Nkrumah, tel que l'avait pensé bien avant les auteurs afro-américains et autres. Mais ce qu'on constate, c'est que cette union est difficile à se réaliser. Et je pense que l'exemple de l'Afrique de l'Ouest peut être un bon champ d'analyse pour comprendre pourquoi l'union est difficile. D'abord, pour que l'union puisse se réaliser, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait des institutions adéquates. Il faut aussi qu'il y ait à l'intérieur de la région un esprit, un esprit communautaire qui tend à cela. Et enfin, et peut-être même le plus important, il faut que les économies de la région puissent s'épauler les unes les autres pour tirer les gens vers le haut. Juste pour vous donner à titre de comparaison le cas européen, l'Union a commencé par 6. Ensuite, ils ont pris les États du sud de l'Europe, ce qu'on appelait le Portugal, l'Espagne, qui étaient des États pauvres. Mais l'Union les a aidés à se développer, à avoir des infrastructures, à faire en sorte que
il y ait une connexion entre les économies de ces pays et les économies plus développées qui étaient l'économie de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre. Alors que nous, dans notre région, il n'y a que deux économies, disons trois, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et dans une moindre mesure le Ghana. 11 des pays membres de la CEDEAO sont des pays les moins avancés du monde. 11 parmi les 15. Donc c'est vous dire à quel point il est difficile au plan économique, tu vois, d'envisager cette intégration assez rapidement. Parce que ce sont des économies qui se ressemblent, qui s'assemblent. Tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire. Mais ce que la CEDEAO a réussi en revanche, c'est d'essayer de regrouper les États autour de questions qui sont susceptibles d'être réglées plus rapidement. Par exemple, la question de la libre circulation. Et dans le cadre de la CEDEAO, la question de la libre circulation a été à l'origine de la création de l'institution. Vous êtes peut-être jeune, mais par le passé, il y a eu énormément d'expulsions de population dans la région. Des Ghanéens qui ont été expulsés manu militari du Nigeria, où on demandait aux gens en 48 heures de quitter le pays. Il y a même un sac que l'on retrouve parfois ici à Dakar. Le sac s'appelait trivialement Ghana Must Go. Ça veut dire que toute personne qui détenait ce sac était assimilée à un Ghanéen et qu'il devait partir. Et le sac, c'était le seul moyen qu'on avait de réunir le maximum de biens qu'on pouvait transporter pour y aller. Et c'est sur la base, ce que je peux dire du Nigeria, je peux le dire du Ghana, je peux le dire de la Côte d'Ivoire, je peux le dire d'un pays comme la Haute-Volta et autres. Donc il y avait énormément de problèmes de ce genre dans la région. Et deux présidents de l'époque, Yakubu Gowon du Nigeria et Adema du Togo, ont décidé d'unir leurs efforts pour mettre un terme. Et ça, c'était en 1975. Et le traité de l'Union de l'OUA dont je vous parlais tout à l'heure date de 91. Donc, c'est parce qu'ils voulaient mettre un terme à ces expulsions massives, à cette violation massive des droits de l'homme, que la CEDEAO a été créée initialement. Et la CEDEAO a été encore renforcée en 1993 quand on a révisé le traité de la CEDEAO, parce qu'il y a eu les crises libériennes et sierra-léonaises, les guerres civiles que ces pays ont connues. Ces pays n'ont pu être sauvés que grâce à l'intervention militaire du Nigeria. Et cette intervention, seul le Nigeria pouvait la mener. Ça a coûté presque 3 milliards de dollars par mois. C'était l'époque du boom du pétrole, le Nigeria voulait montrer sa puissance et donc c'était possible. Et donc c'est autour de ces questions de libre circulation, de migration, mais aussi des questions de droits de l'homme que la CEDEAO a été créée. Donc ça a été plus facile de régler ces problèmes que de régler des problèmes à caractère économique. Voilà un peu comment on a commencé à cheminer ensemble. Donc, et le chemin, c'est-à-dire ce mouvement a été aussi rapide parce qu'il y avait un leader. Le leader, c'était le Nigeria. Quand le Nigeria dit « on va dans cette direction », généralement, tout le monde va dans la direction. Le dernier exemple que je peux vous donner à cet égard, c'est le passeport, c'est la carte d'identité biométrique. Quand le Nigeria a décidé qu'en Afrique de l'Ouest, maintenant, il faut qu'on trouve une carte d'identité biométrique, en 2014, le Ghana était un peu réticent, voilà, parce que c'est pas de la tradition des pays anglophones que d'avoir une carte d'identité. Il n'avait pas le choix, parce que le Nigeria a une puissance, le Nigeria peut, et cela a été fait. Et donc, vous voyez que de ce point de vue, on a fait beaucoup d'efforts, et la CEDEAO a réussi aussi très créative. La notion de citoyenneté régionale, qui est aujourd'hui très évoluée en Europe, est une création de la CEDEAO. C'est en 1982 que un traité a créé la citoyenneté régionale, justement parce que on voulait pas gommer, mais on voulait amener dans l'esprit des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, qui sont les mêmes. Voilà. Et que donc, on doit, comme dans un pays unitaire, chacun doit se considérer le prochain comme étant un citoyen. Et donc, on a créé cette notion.
Aujourd'hui, les Européens, vous avez vu, ont fait évoluer cette notion, mais à un niveau qui était inimaginable il y a quelques années. On a créé ça, mais aussi on a créé une cour de justice, qui est la cour de justice de la CEDEAO, devant laquelle vous pouvez aller directement de votre pays, directement vers la cour. Vous n'avez même pas besoin d'aller devant vos juridictions nationales quand il y a un problème qui se pose, notamment des problèmes de droits de l'homme. Un exemple pour vous montrer comment cette juridiction peut être efficace. Quand, après le coup d'État au Burkina Faso, on a éliminé l'ancien parti au pouvoir, le CDP, de la course aux élections, parce que soi-disant que c'était le parti qui a voulu changer la constitution et que donc il n'avait plus la légitimité de participer à une élection. Ils ont porté plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a tranché que ce parti-là doit participer à l'élection. Et finalement, ils ont participé et aujourd'hui, ils ont des députés. Donc vous voyez, et ce mécanisme-là d'accès direct à une cour régionale sans passer par les juridictions nationales, ça n'existe nulle part au monde. Donc vous voyez que parfois, l'esprit régional peut vraiment aller très loin si on y met de la volonté. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, maintenant revenant de manière globale au processus d'intégration, il est de niveau inégal. Autant la CEDEAO sur certains aspects, sur les aspects politiques, les aspects des droits de l'homme est en avance sur d'autres régions, mais autant par exemple en Afrique de l'Est, dans le domaine économique, l'intégration a fait des avancées énormes. Maintenant, il y a les États envisagent en Afrique de l'Est la création d'infrastructures communes, essayent de voir dans quelle mesure ils peuvent intégrer leurs économies sur des questions vraiment très pointues et c'est le cas. En Afrique australe, en revanche, malgré un contexte économique très favorable, l'intégration ne progresse pas parce que il y a un pays riche qui considère que il est la vache à lait à tous les autres, donc qui essaie de fermer sa frontière et qui crée d'énormes problèmes. En Afrique du Nord, à cause de la crise du Sahara occidental, ce qu'on appelle maintenant la République arabe sahraoui, et le conflit que ça a suscité entre le Maroc et l'Algérie, c'est au point mort. Quant à l'Afrique centrale, ça vraiment c'est la région d'Afrique où l'intégration pratiquement est possible. Les États maintiennent les barrières entre eux. Le fait que ces États, la plupart de ces États soient couverts par la forêt n'explique pas tout, parce qu'il y a réellement un manque de volonté de la part de ces États. Imaginez que toute personne qui veut quitter le Cameroun pour aller en Guinée équatoriale doit débourser $100 pour avoir le visa. Donc vous voyez comment alors qu'au niveau de la CEDEAO, on n'a même plus besoin de carte de séjour. Donc vous voyez que mais de façon générale, et je termine par là, on est à des niveaux inégalés, mais l'esprit d'unité, l'esprit d'union commence à gagner le terrain. Et je pense que ce que le rapport Kagame est en train de faire va davantage renforcer cette idée que maintenant on n'a plus le temps de nous chamailler, on n'a plus le temps de continuer à avoir ces querelles de souveraineté et autres. On a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de faire des progrès d'abord entre nos États dans une région et ensuite entre les régions pour enfin arriver à des niveaux de développement comme on en voit maintenant en Asie, parce que pour moi l'Europe ne doit pas être la référence. Chaque région a sa propre trajectoire. Donc ce sont les économies qui déterminent la trajectoire, les trajectoires des États. Et ce sont ces économies-là qui peuvent indiquer
quel type de société, quel type d'État on doit avoir. Mais je pense que le pli est pris. Maintenant, la vitesse dépend de ce que on aura décidé dans les régions. Et en Afrique de l'Ouest, quand même, on a commencé à pousser sur l'accélérateur. C'est l'un des plus grands frères, pour vous l'avouer, très honnêtement. Et ce n'est pas que l'Union n'a pas fait des pas pour amener les États à vraiment choisir. Mais vous savez que notre histoire à nous, Africains, est aussi une histoire de division, née de la conférence de Berlin, qui a séparé l'Afrique, les États européens qui nous occupaient ont partagé le continent. Et donc, quand ils se sont partagés le continent, ils ont créé des entités. Et au lendemain des indépendants, n'oubliez pas, par exemple, que avant l'indépendance, ici en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, on avait des entités francophones unies. On avait l'AOF, en Afrique de l'Ouest, on avait l'AEF. Et quand on a obtenu cette indépendance formelle, si je puis dire, même si les États ont essayé de trouver des moyens de se débarrasser de ce carcan français, ils sont restés francophones. Ils ont continué à garder ces divisions-là expliquent parfois, tu vois, en Afrique de l'Ouest, par exemple, on a à l'intérieur de la CEDEAO l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui a sa propre cohérence, qui a sa propre monnaie, et pour que l'intégration soit réussie en Afrique de l'Ouest, il faut que les 7 autres pays aussi travaillent pour qu'il y ait des convergences. Enfin, c'est comme ça que les spécialistes l'appellent, des convergences, que des normes soient établies, qu'il y ait, par exemple, dans l'autre camp, une monnaie, et que cette monnaie-là et le CFA convergent pour qu'on puisse arriver à une union monétaire, à l'intégration des marchés et autres. Ce n'est pas encore le cas et ça prendra beaucoup de temps parce que en dehors de l'UEMOA, vous avez le Nigeria qui est à lui seul est une puissance. Vous avez des pays comme le Ghana, bon, pas une puissance, mais qui a une économie un peu forte. Et vous avez des petits pays, le Cap-Vert, la Guinée-Conakry, la Gambie, le Libéria, la Sierra Leone. Donc, comment faire pour que ces entités-là se retrouvent dans le même temps où ils ont aussi leur propre organisation? Vous avez d'autres organisations, le Conseil de l'Entente, même si on ne dit pas existe. Vous avez l'Union du Mano River. Donc, vous avez toutes ces petites entités. Vous avez l'OMVR, vous avez l'OMVG. Donc, vous avez toutes ces entités-là. Il faut que ces entités-là se fondent dans la CEDEAO. Et ça, au-delà de la volonté politique, il faut que des actes soient posés. Et jusqu'à présent, vous voyez, ici au Sénégal, vous avez les réunions de l'OMVG, ils ont des plans, par exemple, tout le travail qui est fait aujourd'hui pour l'électrification du Sénégal, du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie se fait dans le cadre de l'OMVS. Donc, il va falloir trouver un moyen pour faire fondre l'OMVS dans la CEDEAO et c'est pas facile. Je peux multiplier les exemples. En Afrique de l'Est, en Afrique centrale, vous avez la CEAC, qui est l'entité faîtière, et vous avez la CEMAC. En Afrique australe, bon, il y a moins comment dirais-je encore, d'organismes, mais quand même, vous avez des États qui appartiennent à plusieurs entités. Non. Le Congo, la RDC, l'Angola, c'est des États de l'Afrique centrale. Ils appartiennent géographiquement à l'Afrique centrale et pourtant, c'est des États membres de la SADC. Vous avez la Tanzanie, qui appartient à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, mais appartient aussi à la SADC. Et beaucoup de ces États appartiennent aussi à une autre organisation qu'on appelle le COMESA, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et austral, qui, la COMESA, va
jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc, vous voyez que, et si ces organisations ne coordonnent pas leurs activités, si ces organisations ont des politiques contradictoires, ça affecte la réalité de ces pays. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand je vous parlais de l'Afrique de l'Ouest, l'avantage de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on a moins d'organisations de ce type et que on a au moins une organisation fêtière qui essaie de donner le là que les autres tentent de suivre ou de copier. Et donc ça peut aider. Mais fondamentalement, c'est ça l'obstacle. Et l'Union a trouvé la clé. C'est les 5 piliers que sont les régions. Une région géographique, hein, le centre, l'ouest, l'est, le sud et le nord. Mais on a encore du chemin à faire. Bon, j'espère que dans les années à venir, il y a, en tout cas dans certaines régions, les efforts seront déployés pour mettre un terme à la multiplicité d'appartenance aux organisations. Cette question, pour moi, sera réglée, mais sera réglée dans le moyen terme, parce que de plus en plus, les organisations régionales, comme par exemple la CEDEAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, sont en train de poser des actes qui vont forcer leurs membres à abandonner les autres appartenances. Mais parce que c'est parfois tellement contradictoire avec les autres appartenances que, regarde, quand on parle de libre circulation des personnes et des biens dans une communauté, pour un pays comme la Tanzanie, ça pose problème. Parce que elle appartient aussi bien à la SADC que à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Alors, si elle accorde aux ressortissants de la communauté les mêmes droits que les ressortissants de la SADC ont, vous voyez que ça va poser des problèmes énormes, non seulement pour elle, Tanzanie, mais aussi pour la communauté elle-même. Donc, il va falloir trouver des moyens et je pense que dans 5-10 ans, ces questions seront réglées et maintenant, il y aura et ces cohérences-là vont dynamiser les économies et vont imposer, comment dirais-je encore, de nouvelles manières de se comporter, je pense que de nouveaux défis économiques, politiques auxquels les États vont faire. Parlant de financement, je pense que ici la CEDEAO a vraiment développé un système que l'Union vient de copier, qui est le meilleur moyen de financer une organisation régionale de ce type. C'est un pourcentage dans les importations et les exportations des pays. Et ce pourcentage est payé pas par le gouvernement, mais par la Banque centrale. Ce qui fait qu'il y a moins d'interférences du politique sur ces questions. Aujourd'hui, la CEDEAO, au moment où je vous parle, a un budget qui est supérieur à celui de l'Union africaine. Et le budget annuel de la CEDEAO, c'est de l'ordre de 650 millions de dollars. Et sur ces 650 millions de dollars, il n'y a que 5% qui est alimenté par l'aide étrangère. Alors que 57% du budget de l'UA, du budget nominal de l'UA, est financé par les pays européens. Et vous parlez encore d'intégration. Oui, bon, maintenant, l'Union a décidé d'abonder dans le même sens que la CEDEAO. Et la première projection qu'on a pour le budget de l'année dernière, c'est de passer de 500 et quelques millions de dollars à 1,2 milliard de dollars US. Simplement en prenant 0,5%. Et là, ce n'est même pas l'importation et l'exportation, c'est seulement les importations. Donc vous voyez que ça, c'est aussi un moyen.